Bonsoir, monsieur Eri Djehouti, et bienvenue sur Impulse Radio. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous avons quelques soucis par rapport à des informations mal divulguées sur les réseaux et on aimerait bien avoir des confirmations, sachant que vous êtes un des amis, des collaborateurs intimes de monsieur Kenny, sachant aussi que vous êtes le coordinateur international de l'agence panafricaniste, l'urgence panafricaniste. Nous aimerons, par rapport à votre arrivée en Afrique du Sud, éclaircir les populations africaines et le reste du monde sur la situation. Et pour commencer, on aimerait bien que vous restituiez un peu dans le contexte, bien sûr, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi M. Kenny a été interpellé et quelles sont les vraies causes de cette arrestation. Merci pour l'invitation parce que ça va nous permettre un peu de retracer un peu le fil des événements parce qu'il s'est dit énormément de choses sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream france-africains dans lesquels on n'a pas souvent tendance à donner la possibilité à l'expression de la vérité. Et je vous remercie de me permettre un peu de rétablir les faits et d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Déjà, le mensonge premier, c'est de dire que Kemi Seba a été arrêté le mercredi 15 avril. Non, l'arrestation a été faite le mardi. Il était, comme vous le savez, il avait le projet de quitter l'Afrique du Sud, non pas pour s'engager, s'envoler en Europe, hein, il s'agissait bien de rester en Afrique. Ça, c'est le premier mensonge qu'il nous faut déconstruire. Le deuxième mensonge qu'il faut déconstruire, c'est celui qui voudrait nous faire croire qu'il était en train de collaborer avec un africaneur d'extrême droite. Alors, les gens ne comprennent pas, il faut savoir, hein, pour les médias france-africains ou bien pour la France, Kemi Seba est un suprémaciste noir. Alors, j'aurais voulu qu'on m'explique comment un suprémaciste noir peut être en bonne relation, en bon terme avec un suprémaciste blanc. Donc, tout ça, en fait, est finalement le symbole d'une grosse opération d'intoxication dans laquelle se mêlent le vrai et le faux. Et les faits sont extrêmement clairs. Kemi Seba, depuis le coup d'État manqué au Bénin du 7 décembre, quelques jours après ce coup d'État, a été mis sous mandat d'arrêt international. Lorsque vous êtes sous mandat d'arrêt, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer à un aéroport pour voyager d'un pays à un autre sans que vous soyez signalé et immédiatement arrêté. Donc il est resté sur le territoire sud-africain, territoire dans lequel il était, territoire à partir duquel il continuait à animer la contestation contre le régime de Talon. Et vous savez que Kemi Seba a des gens bien infiltrés dans tous les milieux au niveau du Bénin, et on a des gens au niveau des services de sécurité qui travaillent pour le gouvernement béninois, mais qui comprennent la portée et la légitimité de son combat politique, qui nous ont renseigné sur une volonté, en tout cas une possibilité des services béninois de venir l'arrêter ici en Afrique du Sud. Et c'est donc à partir de ce moment qu'il a décidé de s'organiser pour quitter le pays. Et le déplacement dans le Mozambique a été interrompu après avoir quitté la ville de Johannesburg. Il s'est fait arrêter au niveau de Pretoria. Ça, c'est la première chose qu'il faut recadrer et qu'il faut signaler. S'il a été arrêté, il n'a pas été arrêté parce qu'il était sous mandat d'arrêt international par le Bénin. Il a été arrêté parce qu'il avait fait ce qu'on appelle l'overstate. Il avait dépassé sa durée légale de séjour au niveau de l'Afrique du Sud. L'arrestation de Kemi Seba à Pretoria, et ça il faut le dire de la manière la plus claire, elle relève d'un coup monté par les services de renseignement bénin, français. En fait, il y a une opération qui a été mise en place, d'accord, et qui a court-circuité le projet de voyage que Kemi faisait avec son fils pour quitter l'Afrique du Sud. Donc toutes les fantasmes, toutes les théories selon lesquelles il aurait été mis en relation avec cet africanaire qu'il ne connaît pas tombent à l'eau. Donc, je profite de l'occasion pour expliquer à nos sympathisants, pour expliquer au grand public que cette opération a échoué, mais elle a échoué parce qu'elle a été court-circuitée par les services de renseignement franco-béninois. Ça, c'est le premier élément. Donc, lorsque Kemi Seba se fait interpeller, il faut vraiment que le grand public se rende compte que les policiers sont en train de suivre un groupe d'individus
qu'il soupçonne de monter une opération barbouze. Cette opération étant téléguidée par des services de renseignement étrangers. Donc on est vraiment dans quelque chose d'inextricable, de très compliqué. Et c'est après vérification, maintenant, que les gens se rendent compte qui s'est fait arrêter, que la personne qui s'est fait arrêter est en possession d'un passeport diplomatique. Et vous savez, il a fallu un temps, il a fallu un moment entre l'arrestation de Kémy Séba avec le passeport diplomatique et le moment de vérifier que le passeport diplomatique était bien authentifié. Et c'est pour cette raison qu'il est actuellement incarcéré. Ce n'est que ça. Ce n'est pas parce que l'histoire d'argent nous parle de téléphone. Vous savez, tout ça est monté un peu en épingle pour créer une espèce de confusion au sein des esprits, au sein du grand public, qui se demande, mais finalement, Kémy Séba dit lutter pour l'Afrique. On le voit interpellé avec un suprémaciste africaneur blanc en Afrique du Sud. Est-ce que réellement il est sincère dans son combat politique? Et donc, il faut que nos populations fassent preuve de maturité, de froideur, qu'elles sachent prendre du recul avec les informations qui sont balancées ici ou là, qui relèvent de la pure intoxication médiatique. Par rapport aux sources qu'on a, on a l'impression que M. Kémy essayait de fuir l'Afrique. Est-ce que c'est un fait vrai ou encore une rumeur? Kémy Séba, dès 2011, a fait le choix du rapatriement, donc du retour sur le continent africain. Depuis 2011. Depuis 2011, il est établi en Afrique, Sénégal, Bénin, et puis l'autre Niger, en fonction de ses missions. Donc, quelqu'un qui combat pour l'émancipation de l'Afrique, quelqu'un qui a donné corps et âme à l'Afrique, quelqu'un qui, au moment où il y a eu cette déchéance de nationalité française, a lui-même décidé de brûler son passeport, au moment où il serait victime d'un mandat d'arrêt international, aurait décidé donc de quitter l'Afrique du Sud pour se rendre en Europe. Mais on est chez les fous. On marche totalement sur la tête. Et c'est là où je parle d'intoxication médiatique, de confusion des esprits, parce qu'on veut donner l'impression finalement que Kémy Séba ne croirait pas en ses idées. On veut donner l'impression que Kémy Séba, finalement, dans une espèce de crainte, parce qu'il serait traqué de part et d'autre, que finalement il se dirait « mon seul refuge, c'est l'Europe ». Il n'y a rien de plus faux. Et je vais revenir également sur cette histoire de passeur, parce que vous savez, quand vous avez la volonté de quitter un pays et que vous êtes sous mandat d'arrêt international, il faut trouver un peu des voies, on va dire, un peu moins légales. Mais l'idée, c'était de quitter le pays et puis après de revenir dans un autre pays que je ne vais pas forcément vous citer. Mais ce réseau de passeurs était infiltré par une taupe. Et c'est cette taupe au sein de ce réseau qui a donc vendu l'information au service de renseignement franco-béninois. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette interpellation, cette arrestation. Les choses ne sont aussi claires et limpides que celle-là. Il était important que je puisse un peu clarifier la situation et apporter notre part de vérité. Selon nos sources, une très forte délégation du Bénin est arrivée en Afrique du Sud dans l'intention d'extradier M. Kémy. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette information? Déjà, quel est leur intérêt? Sur cette information, il faut savoir qu'elle est sortie chez RFI. C'est quand même bizarre que vous avez un pays qui décide d'envoyer une délégation pour chercher un de ses concitoyens et que les membres donc de cette délégation, à savoir le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, n'aient même pas la décence de communiquer en direction de la presse, en tout cas des médias béninois. Et que si RFI sort l'information en première, ça vous montre bien donc la synergie, la collusion qu'il y a entre la France et le Bénin. Il y a une répétition, entre guillemets, de l'histoire, où vous avez l'ennemi de l'intérieur, celui qui collabore, celui qui trahit auprès de la puissance extérieure. Vous avez la France qui a un contentieux quasi historique avec Kémy Séba, qui cherche à mettre la main sur lui, qui cherche à arrêter, à mettre fin à ses activités parce qu'elle se rend compte des coups qu'elle prend, elle se rend compte de sa perte d'influence au niveau du continent africain. Elle n'a pas encore réussi à éteindre cette voie de l'émancipation africaine et elle a besoin d'alliés vers lesquels elle va pouvoir sous-traiter son projet funeste de mettre fin à ses activités. Et c'est en cela que le Bénin
est une véritable honte actuellement pour l'Afrique, en tout cas pour la jeunesse consciente, la jeunesse émancipée, c'est que le Bénin, qui finalement, le régime actuel, faut bien se le rappeler, suite au coup d'État du 7 décembre, le régime actuel est encore debout parce qu'il y a eu l'intervention des forces spéciales militaires françaises. Donc le Bénin actuel, le régime que vous voyez actuellement à la Mérina, donc la présidence au niveau de Cotonou, doit son salut à la France. Donc il y a une répartition des rôles finalement où vous avez celui qui tire les fils de la marionnette, à savoir la France, et puis vous avez la marionnette, ce régime béninois qui finalement cherche à éteindre la voix la plus audible en termes de contestation, cherche à mettre fin aux activités d'un individu qui a su déconstruire la gouvernance talon et qui constitue pour elle un problème. Et donc la collaboration entre la France et le Bénin nous fait comprendre une fois de plus qu'il y a une répétition d'histoire et que finalement les Africains restent prisonniers d'un même schéma de collaboration au nom d'intérêts étrangers, mais ce modèle de collaboration, de trahison et de soumission est un modèle qui nous ramène au passé et qui est en perte de vitesse et qui tire sur sa fin, parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte où l'Afrique est en train de s'émanciper, est en train d'être indépendante, est en train de gagner sa souveraineté, et donc ce sont les derniers balbutiements, un peu comme la bête là qui est sur le point de mourir et qui se débat avec la plus grande des énergies. C'est ce que le Bénin essaie de faire. Dans une affaire d'extradition, mais en général, vous avez quoi? Des fonctionnaires de l'immigration ou bien du ministère de la Justice et des Affaires étrangères qui gèrent cette histoire. Quand vous avez deux ministres, donc deux poids lourds d'un gouvernement qui descendent dans un pays, c'est qu'ils savent que finalement, ce ne sera pas une partie facile parce que on est, quoi qu'on en dise, en Afrique du Sud, dans un pays où le droit est respecté. On n'est pas dans les petites manigances, les petites magouilles qu'on observe au Bénin, où finalement n'importe quel opposant peut être arrêté pour un oui, pour un non, selon le fait du prince. Et donc il faut qu'ils puissent venir sur place, essayer un peu de faire un jeu un peu de lobbying, essayer un peu de tordre la réalité, mais tout cela dans un pays comme l'Afrique du Sud est vain, et on sait très bien que ils perdront, ils n'auront pas gain de cause. Et je pense que c'est de cette façon qu'il faut comprendre le sens de la visite de cette délégation avec deux ministres. C'est comme une sorte un peu de cri de désespoir, c'est comme une sorte un peu d'aveu d'échec de ce gouvernement béninois qui ne sait plus finalement comment mettre la main sur un individu qui le dérange au plus haut point. Qu'est-ce qui motive le gouvernement béninois à venir jusqu'en Afrique du Sud pour obtenir gain de satisfaction? Vous savez qu'Kémy Séba n'est pas le premier opposant à un pouvoir politique au Bénin. On a eu des exemples. Et même depuis que Talon est au pouvoir, vous avez une multitude d'individus qui ont été soit arrêtés ou soit contraints à l'exil, qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe. Mais on n'a jamais vu deux ministres se déplacer pour aller les récupérer. Jamais. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on constate un tel acharnement. Et ça, finalement, ça nous dit quelque chose sur la valeur de Kémy Séba et le danger qu'il représente pour les autorités, pour ce régime béninois. Ce régime béninois, et là je le dis droit dans la caméra, c'est un régime de la mystification. Il s'appelle le régime de la rupture, mais vous n'êtes pas le régime de la rupture. Vous êtes le régime de la continuité servile à la France, au néocolonialisme. Et finalement, tous les efforts que vous faites pour venir arrêter un Kémy Séba nous démontrent à quel point ces idées vous dérangent, nous démontrent à quel point il est insaisissable pour vous. Et vous pouvez même à la limite, et je sais qu'ils n'arriveront pas, vous pouvez le mettre aux arrêts, vous pouvez l'enfermer, mais ces idées resteront. Kémy Séba est le nom de quelque chose. Il y a des dizaines de Kémy Séba et c'est quelque chose finalement qui est dans le sens de l'histoire. C'est la dynamique de notre époque. Et donc, c'est quelque chose finalement qui est voué à l'échec. Donc, si Kémy Séba aujourd'hui est un client suffisamment costaud pour qu'il y ait deux ministres qui se déplacent pour mettre la main sur lui, ça nous renseigne à quel point finalement il va dans la bonne direction et que tout ce qu'il dénonce de ce régime depuis près d'une dizaine d'années, tout ce qu'il a déconstruit sur finalement l'imposture, Talon, le faux
président moderne, celui qui nous parle de développement. Il n'y a pas un opposant actuellement au Bénin qui est capable de le faire avec autant de succès, avec autant d'intelligence et surtout avec un auditoire aussi large. Parce que c'est ça, en fait, qui dérange le régime béninois, c'est que il n'est pas face à un opposant classique qui pourrait déconstruire de manière très pertinente le régime. Non seulement il déconstruit de façon très pertinente le régime et ses impostures, mais il jouit d'une audience à l'international. Et c'est ce qui les dérange au plus gros point, parce que quand vous êtes un régime qui a l'habitude de mentir, l'habitude de travestir la réalité, d'accord, en nous vendant un mirage, un projet bidon de développement, vous n'êtes pas confronté à la réalité, vous n'êtes pas habitué à être confronté aux idées, vous n'êtes pas habitué à être confronté finalement en fait, c'est comme un espèce de régime qui est face à un miroir, qui est face à ses mensonges, et qui a fini par faire de ces mensonges une réalité. Et Kémy Séba, finalement, leur renvoie ce qu'ils sont, et ça les dérange au plus haut point, et donc il y a une nécessité, un impératif pour le régime Talon de le mettre aux arrêts, parce que finalement, ils n'arrivent pas, malgré le pouvoir qu'ils ont, malgré la maîtrise et le musellement des médias au Bénin, malgré la puissance financière qu'ils ont, malgré l'opposition au Bénin qui a été totalement annihilée. On a eu une élection présidentielle sans candidat réel de l'opposition. Le principal parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu présenter son candidat. Ils ont tout, mais il y a quelque chose qui les dérange. Quand un régime met autant d'énergie à museler les voix, dissonantes, c'est la preuve qu'il n'est pas aimé par ces populations. Et c'est parce qu'ils ne sont pas aimés par leur population, c'est parce qu'ils n'ont pas la légitimité populaire qu'ils sont obligés de museler toutes les voix et de nous faire une élection avec un taux de participation de 58%, dont on sait finalement qu'il y a même pas, il y a à peine un tiers des Béninois qui sont sortis voter. Et je suis même gentil de dire ça. Mais ils ont besoin de gonfler le taux de participation pour renvoyer à l'international l'image d'une démocratie apaisée où tout fonctionne, et surtout continuer à recevoir les financements des bailleurs internationaux. C'est l'imposture du régime de Talon, d'accord? C'est ce que Kémy Séba décrit à longueur de reprises dans ses vidéos, et c'est pour ça qu'ils se disent que finalement celui-là, il faut qu'on l'arrête à tout prix. Comment expliquez-vous un tel acharnement sur l'image de ce Kémy par rapport aux réseaux sociaux? Déjà, je pense qu'il faut relativiser. L'acharnement vient essentiellement de 3 pays. Côte d'Ivoire, France, bien entendu, et le Bénin. Le Bénin et la Côte d'Ivoire sont actuellement en Afrique de l'Ouest les 2 pays les plus soumis, les plus vassalisés par la France. D'accord? Là, on peut parler de ce qu'on appelle les fake news. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur la séquence dans laquelle on est. Ça fait déjà plusieurs mois que, incapable de répondre à Kémy Séba sur les faits, sur des arguments, sur des confrontations d'idées, parce que c'est ce qu'on appelle démocratie, c'est quoi? C'est la pluralité des positions. Vous avez tel projet, nous on a tel projet. Kémy Séba avait voulu participer à l'élection présidentielle. Il avait voulu être un individu qui allait apporter son génie, son intelligence, sa vision pour un Bénin. Certains peuvent partager cette vision, d'autres peuvent ne pas la partager, mais donnons la possibilité à tout le monde de pouvoir faire la compétition électorale. On nous dit, oui, tout va bien au Bénin, c'est le développement, on a un bon bilan. Et si vous avez un bon bilan, pourquoi est-ce que vous avez peur finalement de la compétition électorale? Si vous avez un bon bilan, pourquoi est-ce que vous vous efforcez finalement d'évincer du jeu politique tout candidat ou toute opposition légitime, réelle? Je ne parle pas d'opposition radicale, parce que ce terme ne veut rien dire. Radicale par rapport à quoi? C'est une opposition qui a sa vision, c'est une opposition qui a sa façon de voir les choses, et qui veut aussi échanger sur un autre projet de société. Et parce que ce régime, finalement, n'a pas les résultats qu'il nous vend, il sait que s'il est confronté à une compétition réelle, équitable, il sera mis de côté. Raison pour laquelle ils ont évincé le principal opposant, le principal parti opposant, les démocrates. Et donc, quand on n'arrive pas à éteindre quelqu'un sur le plan des idées, on crée un espèce de champ, une espèce de confusion. Vous savez, il y a un rapport qu'on appelle l'école de guerre française qui expliquait comment faire éclater le camp panafricaniste qui
se trouve être la principale opposition à ce qu'on appelle le néocolonialisme, le néolibéralisme qu'on voit en vigueur dans nos pays africains. Et dans ce rapport qui était structuré, qui était pensé, qui était théorisé par les cellules de communication de l'armée française, il était question de faire de la division, de diviser les gens à travers des fausses informations, de créer des luttes d'ego, des luttes de personnes, d'attenter finalement à l'honneur d'une personne en inventant les rumeurs les plus dégueulasses. On a dit Kémy Séba qu'il avait violé une femme au Nigeria. On a dit de Kémy Séba qu'il était impliqué dans une espèce d'histoire de cybercriminalité. On a inventé à Kémy Séba tout. En fait, même le trou de la couche d'ozone, demain on dira que c'est Kémy Séba. Donc, tous ces éléments qui sont un peu distillés dans la presse, c'est pour créer une espèce de confusion. C'est pour essayer finalement de faire en sorte que l'Africain, le Béninois, au-delà des idées de Kémy Séba, se disent « Mais ok, il parle bien, ce qu'il propose a l'air intéressant pour le pays, mais j'ai entendu qu'il est dans telle histoire. J'ai entendu qu'il a fait ci, j'ai entendu qu'il a fait ça. » Et c'est là où je reviens au propos initial, où je vous disais qu'il était important que les Africains soient capables d'avoir du recul par rapport à ces informations, de les étudier, de les analyser. Kémy Séba se fait interpeller ce mardi. Dans la foulée des lendemains, on voit sur la toile un déferlement d'informations qui sont bidons, hein, en plus. Hein. Et je vais même aller plus loin. C'est même très dangereux ce qu'on a vu. Parce qu'on a vu, par exemple, un document qui serait signé de la présidence du Niger et qui nous expliquait que finalement, Kémy Séba, on avait retiré son passeport diplomatique. L'idée était de l'isoler. Mais en procédant de la sorte, parce qu'on sait que ça vient du Bénin, le Bénin joue un jeu dangereux. Le Bénin met de l'huile sur le feu. Parce qu'on a des pays qui sont frontaliers, on a des pays, des populations qui sont interdépendantes. Et tout ça ne concourt pas à l'apaisement des esprits, à une résolution pacifique de ce qui ne va pas. Et on est en train de raviver, d'amplifier une tension dont on ne mesure pas les conséquences. Tout ça pour finalement s'en prendre à un individu. Donc les autorités béninoises qui sont dans ce travail d'intoxication médiatique avec l'aide des Français ne se soucient pas du sort des Béninois et finalement de la paix sur le continent africain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au moment où il y avait eu l'avènement du régime de Tiani au Niger, la France avait incité la CEDEAO à intervenir militairement avec l'appui de Patrice Talon. C'est-à-dire que ces gens-là sont prêts à créer une déstabilisation sur le continent africain pour répondre finalement à une initiative, à une volonté, au désir d'un pays étranger qui est en Europe, qui s'appelle la France. Je pense qu'il n'y a pas plus honteux, il n'y a pas plus cynique comme attitude. Et c'est ce qui caractérise le régime de Cotonou, c'est ce qui caractérise le Bénin, c'est ce qui caractérise la Côte d'Ivoire. C'est que ces pays sont, on peut parler même de cancer pour le continent africain, parce qu'ils sont des éléments déstabilisateurs entre les populations, entre les peuples. Ils créent des antagonismes. Et le plus important pour eux, c'est pas finalement de se dire que les choses vont s'arranger entre Africains et qu'on va pouvoir être dans une logique un peu de fraternité. Le plus important pour eux, c'est de veiller au maintien des intérêts français. C'est une véritable honte. Vous savez qu'Kémy Séba a toujours assumé son engagement politique, vieux déjà de plus de 25 années. Et donc quand il prend les coups, il assume. Mais ce qui est encore plus sournois et fourbe avec ce régime, c'est l'aptitude qu'ils ont à vouloir s'en prendre à ses proches. On a eu son ex-femme qui a été arrêtée, détenue près d'une semaine. On a eu ensuite ses parents âgés de 76 et 80 ans, dont le père est cardiaque, qu'on a arrêté pendant plusieurs jours. Tout ça pour faire une sorte de pression sur lui, alors que ce sont des gens finalement qui ne sont pas responsables de son engagement politique. Et c'est la raison pour laquelle finalement que le régime sud-africain ne peut pas donner une suite favorable à l'extradition de Kémy Séba, parce que on sait qu'avec ce type de méthode, les droits de la défense de Kémy Séba ne seront jamais respectés de manière équitable au niveau du Bénin. Sachant que l'Afrique du Sud a toujours pris position dans des débats de liberté et de libération,
par rapport à son histoire. Nous avons vu l'Afrique du Sud défendre la Palestine. Espérez-vous aussi que l'Afrique du Sud soit un soutien pour Kémy, qui est engagé dans une lutte pro-africaine et de libération? Il y a encore en Afrique des gens qui ont une espèce de conscience historique, qui savent regarder les événements avec une loupe historique et qui ne vont jamais trahir cette histoire. Vous avez un pays comme l'Afrique du Sud qui a été capable de se fâcher avec les grandes puissances occidentales et avec Israël au nom justement du rôle du rôle sulfureux, pour rester poli, qu'Israël a eu dans la collision avec les Afrikaners pendant l'apartheid. Rares sont les pays qui sont capables de s'opposer à Israël. Même les pays européens censés être indépendants, l'Afrique du Sud l'a fait. Donc l'Afrique du Sud n'a aucun respect pour le Bénin, qui d'ailleurs, dans une loi, lorsqu'il s'agit de classer l'esclavage comme un crime contre l'humanité, décide de s'abstenir. Monsieur Héry, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple par rapport à cette situation? Peuple sud-africain. Je voulais revenir sur une fake news qui, bien entendu, sur lesquelles les réseaux france-africains ont beaucoup appuyé. Vous connaissez le combat de Kémy Séba, son investissement depuis plus de 25 ans pour l'émancipation de l'Afrique. Et il faut que les Sud-Africains comprennent que Kémy Séba ne peut jamais s'afficher, pactiser, collaborer ou être en bonne entente avec des suprémacistes afrikaners blancs. Il faut bien comprendre qu'on parlait d'un réseau de passeurs. Quand il y a un réseau de passeurs, lui ne maîtrise pas toute la filière du début à la fin. Quand vous voulez quitter un pays clandestinement, vous vous débrouillez pour avoir l'argent, et puis après le reste qui se passe, c'est pas votre histoire. Donc le piège dans lequel il a été mis avec ces afrikaners, lui-même ne savait même pas que c'était afrikaner. Donc il faut... Et ça, c'est pas les médias france-africains qui vont vous le dire. Au contraire, eux veulent créer de la confusion pour que, éventuellement, un juge sud-africain se dise mais pourquoi est-ce que finalement je permettrais à Kémy Séba d'être extradé ou bien de rester ici en Afrique du Sud alors qu'il a pactisé avec des gens qui nous ont fait du mal. Non, que les Sud-Africains comprennent bien une chose, dans ce réseau de passeurs, il y a eu des gens qui ont été infiltrés, il y a eu des taupes qui ont vendu le projet, mais il n'y a aucun moment, et ça il faut bien que les Sud-Africains le comprennent, à aucun moment Kémy Séba n'a été en contact direct avec ces afrikaners. Il devait quitter le pays, il se retrouve sur place avec des gens, et finalement ces gens-là sont arrêtés, et c'est après qu'on découvre qu'ils sont plus ou moins dans des milieux suprémacistes. Et je profite de l'occasion justement pour clarifier la situation, parce que ce ne seront pas les médias démoniaques france-africains qui vont le faire. Et ce qui me fait même encore plus mal, c'est que des médias ivoiriens, béninois, qui sont africains, finalement, participent de cette confusion. Tout ça pour servir les intérêts d'un pays comme la France. Et c'est tout cela qui nous fait dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais finalement, depuis tout à l'heure, je vous parle que de deux pays, Côte d'Ivoire, Bénin, tout ça est minoritaire. Il y a eu un travail colossal qui a été accompli par Kémy Séba et d'autres personnalités. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Et c'est pour ça que depuis sa cellule, là où il est, Kémy Séba est très serein. Kémy Séba attend juste que chacun fasse preuve de discernement, de froideur, d'intelligence, et qui ne se laisse pas intoxiquer par les racontards d'une presse mensongère. En mot de fin, quelles sont vos impressions? Et qu'est-ce que vous avez... Bon, en mot de fin, au nom de l'ONG, je tiens à remercier les centaines de milliers de personnes qui nous soutiennent. On a reçu des tonnes de messages, on a reçu des propositions de gens, d'avocats, de français, d'anglais, de blancs, hein, qui ont compris la pertinence de son combat politique. Ils ont compris que ce n'était pas un combat racialiste. Et quand je vois finalement des gens de ces pays qui sont prêts à s'engager, je parle au-delà de notre public naturel africain, afrodescendant, bah j'ai un peu honte et j'ai même un peu pitié des quelques personnalités d'ascendance africaine qui se sont réjouis de son arrestation.
Lumumba a été assassiné et puis on l'a regardé. Sankara a été assassiné et puis finalement les gens se sont résignés. Et puis on les a célébrés une fois qu'ils sont morts. Aujourd'hui, on a un leader générationnel, quelqu'un qui, je pense, en termes de crédibilité et de légitimité politique, n'a plus rien à prouver, qui a pris les coups. Et je pense que la leçon qu'on doit retenir de tout cela, c'est qu'il faut qu'on apprenne à célébrer nos héros, nos leaders, lorsqu'ils sont vivants. Et donc, je vois un peu ce qui se passe en termes de soutien qui afflue un peu de toutes parts, et ça me rassure finalement, et ça me fait comprendre qu'on est en train de gagner en maturité, qu'on ne reste plus des spectateurs, et qu'on est des acteurs. Et c'est ce qui rend d'autant plus risible et d'autant plus dérisoire toutes celles et ceux qui se sont félicités et qui ont voulu critiquer Kémy Séba pendant cette séquence politique.